bonsoir à tous. Bonsoir Rudolf, bonsoir Xavier. Bonsoir Nicolas, bonsoir Xavier, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors Xavier, on a perdu l'image, mais on a le son. Alors écoutez, on est en train, je vois, ça se connecte petit à petit. Donc on a François Orsil. Bonsoir François, très heureux de te retrouver. Elisabeth, on vous voit, ça fonctionne. Bonsoir Monique, Cyril, on a Frédéric Bureau qui est connecté, Jean-Christophe également, bonjour à tous, bonsoir. Elisabeth, Jean-Paul, Christine, Vincent, là on est en train d'attendre, c'est en train de se connecter petit à petit. Voilà, on va attendre. Ça se connecte petit à petit pour commencer notre webinaire. Notre ami Xavier a retrouvé la caméra. Et le son, j'espère. Et le son, ça fonctionne très bien. Je te remercie. Voilà, ça se connecte petit à petit. Super. Donc, on a un sujet passionnant, Xavier, ce soir. Ah, mais Nicolas, mon cher Nicolas, on a un sujet très passionnant, extrêmement passionnant, avec un titre un poil provocateur d'ailleurs. On y reviendra peut-être après, parce que quand même, c'est vrai que on est quand même plongé là dans quelque chose d'assez unique. Et je crois que Nicolas et Rudolf, vous aurez l'occasion d'ailleurs d'en discuter amplement lors du débat. Mais oui, ça va être pour la dernière rencontre inspirante de Valhumaine avant les vacances. Je pense que c'est un titre et une thématique assez pertinente. C'est le mot qui convient, je pense. Bon. Alors, comme tout le monde est en train de se connecter, ce qu'on va peut-être proposer, Xavier, sur le sujet, on l'a vu, c'est la crise à venir avec de belles opportunités pour nos managers de transition. On va parler de manière assez large et on va, je crois, bénéficier de l'expérience de notre ami Rudolf qui va avoir l'occasion de se présenter tout à l'heure. Avant d'enclencher, on va revenir sur une chose, un élément important, c'est l'utilisation de la plateforme Livestorm. Donc, je vous rappelle que vous avez donc plusieurs onglets situés en bas à droite de votre écran. Vous avez une partie chat qui permet à chaque membre, chaque participant donc de pouvoir communiquer tout simplement par écrit avec l'ensemble des intervenants. Voilà, c'est la partie chat. Vous avez la partie questions qui est évidemment très importante. Chacun peut poser une question. Vous cliquez donc sur l'onglet questions, puis sur poser une nouvelle question. Mais surtout, ce qui est important, c'est que chaque intervenant a la possibilité de voter sur l'intérêt de la question. Et plus une question obtient de votes, plus la question remonte et plus on pourra effectivement répondre aux questions finalement qui intéressent le plus la communauté de ce soir. Voilà. Et ça, c'est notre ami Xavier qui aura le plaisir de jongler entre nos interventions et évidemment les questions, puisque l'objectif, c'est d'être extrêmement interactif. On a un troisième onglet, c'est la partie sondage. On aura l'occasion de vous relancer d'ici la fin, puisque évidemment, on vous demandera de répondre et de prendre quelques secondes pour répondre aux différentes questions. Voilà, donc retenez bien la partie chat en bas à droite, puis la partie questions pour pouvoir participer activement. Xavier, je te laisse te présenter en 30 secondes et puis c'est parti, les amis. Alors, en 30 secondes, oui, bon, j'ai déjà, c'est vrai que en 30 secondes, qui je suis le dirigeant d'une société qui accompagne d'autres sociétés dans leur création, leur phase de création et de développement. Et je suis donc à ce titre très sensibilisé sur la situation économique de nos entreprises, raison pour laquelle je pense qu'on va pouvoir bien discuter ce soir autour de cette thématique. Donc voilà, moi je suis un nordiste, je suis dans la métropole lilloise, donc voilà. Et puis voilà, ce qui est la petite présentation en 30 secondes. Voilà. Parfait. Alors, notre ami Rudolf,
Enchanté, Rudolf, de t'avoir parmi nous. Très content de partager ce talk avec toi, Nicolas. Et puis, merci à Xavier pour l'animation. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Rudolf Hidalgo. Je suis un dirigeant indépendant, vraiment spécialisé dans le management des crises graves, le retournement, le restructuring. Je trouve que le titre anglais, d'ailleurs, Chief Restructuring Officer, décrit mieux en fait ce qu'on fait réellement. J'ai deux vies professionnelles, 20 ans dans le service public, mais déjà dans la crise. J'étais un des dirigeants de la lutte anti-mafia en France. Et puis derrière, après, comme beaucoup de gens, après, directeur général d'un groupe qui était leader dans son domaine, dans le jouet. Et puis ensuite, j'ai voulu mélanger les deux métiers, ma première vie et la deuxième, en gardant la direction d'entreprise, mais en regardant comment on se focalisait sur la crise. Et à partir de là, toute ma réflexion professionnelle depuis une dizaine d'années tourne autour de la problématique de la maîtrise de la stratégie au service du retournement dans des contextes de crise grave. On parle de leadership, on parle de management, on parle de transformation, mais comment on met tout ça en place dans un contexte de crise grave. Voilà, donc j'ai fondé il y a 6 ans Tetractis Concept Management, qui accompagne beaucoup d'entreprises dans le domaine de la stratégie, en prévention quelque part des problématiques de crise, et puis en crise pure. Je suis également partenaire chez Amadeus Executive, où je suis responsable de la practice restructuring et management de crise grave. Voilà, Amadeus, je le dis au passage, qui fête ses 20 ans et ses 1000 missions, et qui est très heureux aussi de travailler régulièrement avec nos amis de Valumène. Bon, écoute, merci Rudolf. Pour ma part, écoutez, je suis ravi et enchanté d'être parmi vous et de partager ce webinaire avec Xavier et Rudolf. Pour certains et certaines d'entre vous, vous me connaissez. Moi, je suis entrepreneur depuis le plus jeune âge. J'ai monté une première entreprise qui s'appelait Soli, qui était un cabinet de recrutement spécialisé dans les systèmes d'information, qui a connu une croissance incroyable de plus de 35% par an pendant plus de 10 ans. Puis j'ai subi la crise, la vraie crise, celle-là, la crise financière qui a enclenché en fait une crise économique derrière avec la faillite de Lehman Brothers, ce qui m'a valu de sortir un bouquin que je recommande auprès de tout le monde. Ma petite entreprise a connu la crise, ça c'est le premier tome. Et puis j'ai eu le plaisir durant la dernière crise sanitaire de sortir le deuxième tome avec ma petite entreprise a encore connu la crise, puisque j'ai eu le privilège de fonder Valumène le 6 mars 2020, c'est-à-dire quelques jours seulement avant que notre président de la République annonce la Grande Guerre, cette crise sanitaire qui a engendré d'ailleurs des crises successives et pour lesquelles on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai connu des phases de croissance, de restructuring, j'ai connu le redressement judiciaire, puis la validation de plans de continuation, plein de sujets sur lesquels on aura l'occasion d'y revenir, puisque c'est l'objet de notre thématique de ce soir. Xavier ? Eh bien, merci déjà. Un grand merci à tous les participants de ce webinaire ce soir. On va effectivement rentrer dans le vif du sujet. Et on a la chance ce soir d'avoir 2 personnes extraordinaires pour qui le mot crise a un sens. Dans leur présentation, vous l'avez vu déjà, ils se sont un peu dévoilés sur ce qu'ils ont comme expérience dans le domaine. Et nous avons donc cette chance aujourd'hui de pouvoir en discuter sur une thématique qui n'est pas facile. On reviendra tout à l'heure plus amplement avec Rudolf sur cette caractéristique d'enchaînement de crises que l'on connaît. Moi, tout d'abord, Nicolas, on va commencer par toi, parce qu'en fait, tu es un acteur vivant de la crise et du rebond de la crise. Donc pour toi, ce mot crise a un sens. Je le connais, on se connaît depuis quelques années et je connais le sens que tu lui donnes. D'ailleurs, il se retranscrit dans le titre de ce webinaire. Justement, c'est la notion d'opportunité. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu provocateur, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut exprimer la crise comme étant une opportunité? Parce qu'a priori, c'est vrai que nous, dans notre façon de penser, notamment typiquement française, la crise, c'est quelque chose de désastreux. C'est quelque chose où tout s'écroule, où on doit faire attention. Et là, on parle de crise avec l'opportunité. Alors, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu plus, Nicolas,
cette ambivalence qui n'en est pas une au final. Non, non, ça n'est pas. C'est vrai que aujourd'hui, en 2022, quand on parle de crise, on est souvent un peu tétanisé, apeuré, on se replie sur soi-même, on prend peur. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder d'ailleurs un petit peu la presse, les médias. On en parlait pour préparer cette émission de ce soir avec Rudolf encore récemment. Aujourd'hui, quand on regarde les médias, on vous a mis d'ailleurs quelques indicateurs sous les yeux. On parle aujourd'hui de forte hausse de l'inflation. On parle de la flambée à nouveau des taux d'intérêt, on parle évidemment de la crise en Ukraine, on parle de la flambée des matières premières, et tout ça a un côté effectivement extrêmement anxiogène. Et pourtant, et malgré cela, toutes ces crises, avec un S, vont générer des opportunités. Alors, qui dit opportunité, dit forcément qu'un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs, de citoyens vont subir de vraies crises au niveau de leur entreprise, et on va y revenir tout à l'heure. Mais de l'autre côté, si on prend un peu de hauteur, de recul, si on prend un petit peu de maturité, d'expérience et qu'on s'ouvre un peu plus largement, eh bien, on s'apercevra que finalement, il y a des opportunités qui vont permettre à certains acteurs de tirer, profit de ces situations-là pour générer un nouveau business, de nouvelles activités, de nouvelles perspectives. Je prends juste un exemple et je laisse la parole à mon ami Rudolf. Pendant la crise sanitaire, je me souviens d'un restaurateur qui était en panique, qui m'avait appelé parce que il venait de subir évidemment la loi du confinement général. Il venait d'investir 1 million d'euros dans son restaurant. Il venait à peine d'ouvrir depuis 2 mois. Il se retrouvait avec une dette financière colossale, des salariés, et finalement, il ne pouvait pas ouvrir son outil professionnel. Et il avait des traites extrêmement importantes. Et je lui ai dit avec beaucoup de recul, je lui ai dit, vous savez, justement, aujourd'hui, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas eu le temps de vous créer votre clientèle. Est-ce que vous ne pourriez pas, en réduisant vos effectifs par la mise en place du chômage partiel, lever un peu de dette pour avoir un prêt PGE et vous transformer pour préparer chaque jour un plat pour faire connaître votre gastronomie, faire connaître le nom de votre établissement, qui permettrait de livrer à domicile, puisque comme on est tous confinés, il va falloir cuisiner, se nourrir, et c'est une bonne étape pour faire connaître vos capacités, vos talents, votre cuisine, votre culture et le nom de votre restaurant. Et le jour où ça réouvrira, vous aurez mine de rien fait la prospection auprès d'une certaine clientèle qui reviendra dans votre établissement. Vous voyez, j'ai fait le bilan exactement 2 ans après. Son restaurant est plein à craquer. Il a mis en œuvre cette action très simple. Et alors que sa première pensée était terrible, il se voyait en faillite, ne pouvant pas rembourser ses dettes, avec des échéances colossales et sans perspective. Et finalement, d'une faiblesse, on en a fait une force, et aujourd'hui, il s'en réjouit tous les jours. Voilà. Ouais, c'est très intéressant ce que dit Nicolas de la définition de la crise. Le versus crise-opportunité, on le sent, on sait que c'est le sens de l'idéogramme chinois aussi qui permet de le prendre comme ça. Moi, ce que je voudrais dire, surtout dans la crise, pour avoir une vision effectivement d'un peu plus haut, c'est que c'est un temps d'accélération de la transformation. Et c'est une transformation qui n'est pas maîtrisée, qui se fait collectivement, ça bouge dans tous les sens, et donc ça oblige effectivement l'ensemble des entrepreneurs et l'ensemble de ceux qui sont à la tête des entreprises et l'ensemble de tout le monde dans toutes les fonctions de l'entreprise à essayer de comprendre comment des choses qui étaient sur des trajectoires linéaires sont d'un seul coup sur des trajectoires qui s'entrecroisent ou qui évoluent en courbe là où avant elles étaient en ligne droite. Et cette complexité qu'amène la crise, cette accélération qu'amène la crise, peut créer effectivement un phénomène d'insécurité. Mais en même temps, donc, il y a des profils plus adaptés à des situations de crise quand ça évolue dans tous les sens que d'autres. Parce que dans la crise, certes, il va falloir se battre, mais on a besoin de guerriers heureux, de gens qui soient capables d'être là, de comprendre que oui, c'est difficile, oui, on va devoir passer le Cap-Horn, oui, il y a des creux de 10 mètres, mais en même temps, on est là, on sait comment faire, on est ensemble et on va y arriver. Et je pense que le rôle du manager de transition là-dedans, il devient absolument fondamental parce que la crise va montrer effectivement une possibilité, une gravité de situation et voire remettre en cause le futur de l'entreprise. Et donc, c'est le manager de transition et celui qui là-dedans va être capable de montrer que si, il y a toujours un futur. Et comme l'a très bien dit Nicolas, ce futur, il va passer souvent par de l'innovation, de la créativité sur ce qu'on fait.
Moi, ce que je dis à toutes les entreprises que j'approche actuellement, et il y en a beaucoup parce que là, on sent vraiment monter la vague, c'est que dans l'exemple que prenait Nicolas du restaurant, son camarade qui a son problème avec son restaurant, au début, c'est pas grave parce que tous les restaurants sont dans la même situation. Donc, à l'évidence, tout le monde a le droit d'expliquer collectivement que il n'a pas de chiffre d'affaires et il a de l'endettement. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est rester dans cette espèce d'océan rouge. Il faut bien recréer son propre océan bleu à l'intérieur de la situation complexe qu'on vit. Et c'est ce qu'a très bien fait Nicolas avec cet exemple de faire des repas et de les faire tester. Et moi, je suis impressionné de l'inventivité des entreprises. Une fois qu'on leur met un petit coup de nudge et qu'on les aide là-dessus, eh bien, très souvent, en interne, en se basant sur les échanges en interne, ils trouvent plein de façons différentes de faire leur métier. Ils deviennent beaucoup plus créatifs et ils commencent indirectement à sortir de la crise. Et d'ailleurs, Rudolf, c'est très intéressant ce que tu dis et ce que j'aimerais dire à tous nos auditeurs. J'ai un deuxième exemple d'un restaurateur, plutôt d'un hôtel-restaurant. La règle ne s'applique pas pour tout le monde. Je prends un autre exemple. J'ai eu un hôtelier qui avait le même problème. Et il m'expliquait que c'était catastrophique parce que c'était un hôtel qui était situé à Versailles, donc il n'avait plus de touristes américains, son hôtel était vide, il ne pouvait plus remplir, etc. Et je lui ai dit, vous savez, il faut prendre un peu de recul parce que cette crise-là, elle vous paralyse aujourd'hui. Mais je vous ai entendu dire il y a exactement 5 ans que vous aviez un hôtel qui était un peu désuète, qu'il était peut-être temps de rafraîchir les peintures, de refaire les chambres et les salles de bain, mais que vous ne pouviez pas parce qu'il fallait fermer pendant 3 mois l'établissement, et fermer 3 mois l'établissement, c'était une perte importante de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous êtes contraint de fermer votre établissement. Or, on a trouvé des possibilités pour faire les travaux. Eh bien, cette situation-là, c'est maintenant qu'il faut la lever. Un, parce qu'on a levé un prêt PGE de 750 000 euros à 1,2% d'intérêt, sans caution personnelle du dirigeant, et on a utilisé cet argent pour rénover l'intégralité de son hôtel, ce qui lui a permis de le faire durant une période où c'était fermé. Et lorsqu'il a pu réouvrir son hôtel, eh bien, il avait un hôtel flambant neuf, correspondant davantage aux besoins du marché et de sa clientèle. Et donc aujourd'hui, il a retrouvé un niveau avec un taux de remplissage extrêmement important. Donc ce que je veux dire, c'est que la règle n'est pas la même pour chacun. Tout le monde ne part pas avec le même endettement, les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, la même complexité. C'est justement, comme l'a très bien souligné Rudolf, c'est l'agilité. C'est la capacité du dirigeant à se faire accompagner par un conseil, par un manager de transition pour prendre de la hauteur, observer bien au-delà de ses frontières, de ce qui se passe, parce qu'il y a plein d'initiatives, plein de projets, plein de créativité en France et à l'étranger, bien évidemment. Et c'est en prenant cette hauteur, en partageant avec votre conseil, que vous allez pouvoir justement transformer et saisir une situation de crise pour en faire une opportunité pour votre entreprise ou tout simplement l'écosystème que vous souhaitez développer. Bien sûr. Alors, merci déjà pour vos deux interventions qui sont très intéressantes. Rudolf, je voudrais revenir sur un terme que tu as employé dans ton intervention, qui est celui de guerrier heureux. Oui. Alors, on est quand même... Alors, c'est vrai que ça peut paraître, là encore, j'aime bien ces oppositions de termes qui nécessitent néanmoins peut-être un peu plus d'explication. Comment peut-on, et ça c'est peut-être aujourd'hui quelque chose de nouveau dans l'histoire économique de notre pays et mondial, on est dans une phase de succession de crises qui s'enchaînent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cycle, on est vraiment là sur un cycle continu, mais de crises différentes. Je rappelle, il y a eu la crise du Covid, il y a eu la crise ukrainienne, maintenant il y a la crise de l'inflation, et aujourd'hui on est toujours dans cette... Il y a la crise politique. Oui, il y a la crise politique également, la crise parlementaire. On est dans une succession de crises qui est complètement nouvelle, donc forcément on n'a pas forcément de référentiel par rapport à cette succession de crises. Alors moi, ça m'intéresserait, Rudolf, de me dire comment on peut être un guerrier heureux dans cette succession de crises, et est-ce que le manager de transition peut être ce guerrier heureux qui vient donner un petit peu plus de peps à une entreprise qui est en difficulté ou qui est en questionnement? Bien sûr.
Non, mais merci Xavier, effectivement, pour cette opportunité de préciser ce que j'ai voulu dire là-dessus. Il y a effectivement actuellement cette crise du Covid, avec le retour possible à l'automne. Il y a la désorganisation totale des chaînes de production et de transport au niveau mondial. Pour les gens qui s'approvisionnent encore en Chine aujourd'hui, c'est d'une complexité inouïe. La guerre en Ukraine, comme je disais, c'est l'inflation, mais c'est l'inflation à tous les stades de la chaîne de valeur. C'est ça qu'il faut bien intégrer. Ça génère chez nous une problématique nouvelle qui est le focus des consommateurs sur le pouvoir d'achat. Et on le voit immédiatement quand Carrefour retire presque 1000 références sur le bio pour pouvoir apporter 1200 produits d'entrée de prix en moins de 3 mois. Donc, quand nous, on est des professionnels, on imagine derrière ce que ça représente en fait de contrats renégociés avec les entreprises bio à qui on n'achète plus et à l'inverse des contrats repris de l'autre côté. C'est la problématique du recrutement des salariés, de comment on garde les talents dans ce contexte-là, et le tout, pour terminer sur le schéma de la crise, c'est une aspiration générale à l'écologie, à l'économie circulaire, la seconde main, et une demande de production décarbonée. Bon, ça fait effectivement une toile de fond qu'on appelle une crise, où on pourrait mettre même 5 S derrière crise, tellement il y a de crise en même temps. Là-dedans, ma réponse est de dire le manager de transition doit effectivement être un guerrier heureux. Qu'est-ce que je veux dire par là ? D'abord, on doit tous se connaître. On a tous travaillé sur nous à l'occasion de notre vie et on doit savoir si on est fait ou pas pour ce type de fonction et pour venir dans la crise. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être dirigeant de transition dans des contextes de crise. Mais tout le monde peut s'y préparer et de toute façon, plus ça ira, plus les entreprises auront besoin de développer cette capacité. Ce que je veux dire par là, c'est que la crise va générer du stress, mais il faut que ce soit un stress normal et un stress qui permette aux dirigeants d'avancer. Il ne faut pas que ce soit un stress paralysant. Je vais prendre un autre exemple. Pour ceux qui ont fait de la haute montagne, quand on passe des voies d'escalade dans les grandes Jorasses, la vérité qu'on ne vous dit pas souvent, c'est que les gens qui sont pendus là, si vous prenez leur pouls à 1000 mètres d'altitude avec 800 mètres de vide en dessous, ils ont le cœur qui bat à 65. Celui qui est accroché à la paroi a le cœur qui bat à 220. Il n'ira pas au sommet. Ce n'est pas son entraînement. Il faut qu'il se réentraîne encore. Ce n'est pas son univers. La crise, c'est pareil. On a des guerriers heureux. À partir du moment où on a des gens qui ont compris comment ils sont travaillés sur eux-mêmes, comment du coup ils sont capables d'entraîner les autres dans le changement et comment ils peuvent être des passeurs d'optimisme. Pour moi, le guerrier heureux, c'est quelqu'un qui autour de lui va rediffuser de l'optimisme, va être capable d'absorber le stress. Moi, je sais que ça fait partie de mon métier, ça fait partie du package. Je suis là pour absorber du stress et pour diffuser de la confiance. Donc, j'absorbe du stress, je rediffuse. Et quand je ne peux plus le faire, eh ben, ça s'appelle une intermission, parce qu'il y a des moments où on est légitimement fatigué. Quand on s'est retrouvé à 4 heures du matin au Syrie avec des peurs qu'on verrouille finalement un dossier et qu'on y laisse un millier d'emplois, eh ben, ça use humainement. Eh ben, il y a un moment où on a besoin de régénérer nos forces. Et puis, on revient quand on est en état d'être ce guerrier heureux à la tête de l'entreprise qui passera de l'optimisme, qui aura une vraie écoute réelle pour tous ceux qui sont là et qui sera cet absorbeur de stress et ce diffuseur de confiance. Voilà ce que j'essaie d'exprimer par cette expression. Oui, d'ailleurs, je partage complètement. J'ai cité deux petites anecdotes. Une, puis je laisserai Xavier exprimer la deuxième, parce que quand on parle de guerrier heureux, ça me rappelle quelqu'un, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour ma part, j'aimerais dire une chose, c'est que autant dans ce que j'évoquais en introduction dans mon premier bouquin, et Rudolf connaît l'histoire, quand j'ai été frappé par la crise de Lehman Brothers en 2008-2009, j'avais une trentaine d'années, j'ai été tétanisé. Je rappelle, j'ai monté un cabinet de recrutement de zéro, je l'ai monté à plus de 100 collaborateurs, on faisait en juin 2008 10 millions de chiffres d'affaires, on sortait plus de 1 million d'euros de résultats sur l'ensemble de l'année. C'était en juin 2008. Lorsqu'il y a eu la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, entre le 15 septembre et le 15 novembre, mon cabinet a perdu 55% de son chiffre d'affaires. Et en novembre, je me suis retrouvé à la tête d'un cabinet qui faisait 450 000 euros de chiffre et qui perdait 350 000 euros par mois. J'ai perdu plus de 2 millions d'euros en l'espace de 9 mois. L'entreprise s'est retrouvée fracassée avec un carnet de commandes qui s'est effondré. Un taux de chômage, je vous rappelle qu'on a pris 2 millions de chômeurs en moins d'un an. Je me suis retrouvé à court de trésorerie et je n'ai pas eu d'autre choix que le 30 juin 2009 de me mettre en redressement judiciaire au tribunal de commerce de Nanterre. Lorsque j'ai vu arriver cette crise, j'étais tétanisé. Et d'ailleurs, la couverture de mon bouquin, je ne l'ai pas choisie par hasard. Je suis assis sur une chaise, je vois un tsunami arriver en face de moi
et je suis mais tétanisé, pris par la peur et l'angoisse et incapable de me sortir à l'instant présent. Lorsque la crise sanitaire liée à la Covid-19 est arrivée en mars, certains m'ont dit « tu es complètement fou ». J'ai décidé de créer l'entreprise le 6 mars 2020. Tout le monde m'a dit « arrête Nicolas, c'est même pas la peine, on est devant un truc ». J'ai fait exactement l'inverse. J'ai créé le projet, j'ai utilisé ce temps-là pour trouver le nom, créer le site internet, recruter mes coéquipiers, trouver mes actionnaires, le financement et même appeler les clients pour dire c'est maintenant qu'il faut investir et maintenant que je lance Valumen. Valumen, vous voyez, en l'espace de 2 ans, on est aujourd'hui 12 collaborateurs en interne. On a déjà pas loin de 50 managers de transition à la fin du mois de juin. On va réaliser plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On a fait l'un des démarrages objectivement les plus spectaculaires en termes de start-up. On est même 22e en tant que champion de la croissance dans le dernier classement des Échos. Et ce n'est pas lié au hasard. Ça s'appelle l'expérience, c'est l'apprentissage. Et j'aime bien ce qu'a dit Rudolf tout à l'heure, c'est que moi, je suis un entrepreneur optimiste et heureux. Cette crise, elle ne m'a pas tétanisé. Je vais même vous dire, elle m'a galvanisé. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a investi, c'est pour ça qu'on a innové, c'est pour ça qu'on a pris les devants. Le deuxième élément que j'évoquais tout à l'heure, on parlait de guerrier heureux. Moi, quand on dit guerrier heureux, je pense à une chose, je pense à Napoléon, notamment sur ce qu'on appelle la bataille des 3 empereurs. Bon, la bataille des 3 empereurs, Xavier peut nous la raconter en 30 secondes. Vous avez Napoléon avec ses troupes. Il a tout simplement des troupes qui sont 3 fois inférieures à ses ennemis de l'époque, les 2 autres empereurs. Il est pris et quasiment encerclé. Et un petit matin, du haut du plateau de Pratzen, il se réveille, il observe et il s'aperçoit quoi? Il s'aperçoit qu'il fait très froid, il s'aperçoit qu'il a face à lui des lacs gelés et qu'il y a une espèce de brume qui tamise un petit peu tout ça. Et il s'est tiré finalement de cette situation qui est exceptionnelle, qui est liée à la météo. Il disait toujours d'ailleurs ne jamais venir sur un champ de bataille avec une stratégie clairement identifiée, élaborée. C'est le meilleur moyen de perdre une bataille. Il faut avoir l'intelligence des situations. Et c'est comme ça qu'il a renversé le cours d'une bataille en faisant semblant de battre en retraite, ce qui a poussé l'ennemi à vouloir couper les troupes en traversant les lacs gelés. Et en traversant les lacs gelés, il avait positionné les canons autour, il a donné l'ordre de tirer et il a anéanti les 2 empereurs, les 2 armées, et il était le maître de l'Europe à ce moment-là précis. C'est la plus grande bataille de tous les temps pour la France et dans le monde d'ailleurs. C'est la fameuse bataille d'Austerlitz avec le soleil d'Austerlitz. Si je me permets de ça, ce n'est pas pour faire un cours d'histoire, c'est pour montrer que quand on est à la tête d'une organisation, d'une entreprise, d'une association, d'une fédération, d'un club de sport, il faut savoir saisir les opportunités. Et le sport, d'ailleurs, on pourrait citer des dizaines d'exemples comme ça. Le sport est fantastique. Les renversements de situation à un instant donné parce que vous avez un incident sur la route, un changement ou un blessé dans une équipe et vous changez, vous adaptez votre stratégie pour finalement inverser la tendance, ça existe tous les jours et c'est ce qu'on nous demande à nous en tant qu'entrepreneurs. Eh bien, merci pour ces référentiels, Nicolas. Effectivement, Napoléon, je te reconnais bien là, avec la fameuse bataille d'Austerlitz qui a eu lieu le jour anniversaire d'ailleurs de son couronnement, hein, il faut le rappeler. Ce qu'on appelle aussi la bataille des 3 empereurs, parce qu'à lui tout seul, il en a battu 2. Il était lui d'un côté et contre deux autres. Effectivement, il a su saisir les opportunités de la météo, hein, comme quoi il faut aussi sentir peut-être quelque part aussi les choses. Et je crois que Napoléon avait un très bon feeling là-dessus, peut-être un peu moins au moment du passage de la Bérésina, mais ça c'est une autre histoire, hein, mon cher Nicolas. Mais voilà, donc guerrier heureux, bon, je sais, il a été un guerrier connu, heureux peut-être, malheureux à dans d'autres phases, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire de notre pays, qui est inspirant pour le coup, de la même manière que on peut effectivement, tu donnais l'exemple des sportifs aussi, on retrouve de toute façon cette capacité aussi, il y a quelque chose, un mot qui est important aussi dans le vocabulaire de la crise, c'est le mot résilience.
qui est aussi très important. Il y a une notion de rebond et de résilience derrière une crise. Il faut savoir sentir les opportunités, mais il faut savoir aussi rebondir, notamment lorsqu'on a connu des vents contraires et des mésaventures. Et je pense que oui, c'est une bonne chose. Tout à l'heure, tu parlais de couverture de ton livre. Moi, la crise, ça me fait souvent penser à une autre couverture, celle d'un album d'un groupe américain. Alors là, je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait Charles Aznavour, qui remonte aux années 70, qui est le groupe Supertramp, qui avait fait un album qui s'appelait Crisis, What Crisis. Et la couverture de cet album, pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, je les invite à aller regarder la couverture de cet album, c'était une personne qui était allongée au soleil sous un parasol, en tenue de plage, et au milieu d'un chaos indescriptible qui était la crise. Et en fait, la personne, elle, la crise, c'est pas qu'elle s'en foutait, mais presque. Donc, c'est vrai que sur ce côté-là, déjà, ça remonte aux années 70, donc c'est pas nouveau, cette appréhension de la crise. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir justement comment on peut réagir dans cette succession de crises qui est nouvelle, hein, comme je le disais tout à l'heure, et qui peut donner lieu aussi à changer les comportements des individus. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut appréhender. Je pense que, et d'ailleurs, la question que je vais te poser, Nicolas, c'est est-ce que on peut considérer qu'à travers les managers de transition proposés par Val-Humaine est-elle à la tête d'une armée de guerriers heureux? Ah bah oui, oui. Je confirme, je confirme. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a perdu Rudolf, on a un petit souci technique. J'ai cru voir, Bon, effectivement. on espère qu'il va redémarrer, mais je t'invite, regarde Xavier, on a des premières questions qui sont posées. Alors, on a des premières questions. Regarde, je te l'affiche. Et ben voilà. Donc, alors, est-ce que là où les crises vont favoriser la réindustrialisation, plus largement le M? Alors, par contre, le M. Ah, ça doit être. Oui, non, ça doit être le Made in France, je pense. Ah, d'accord. Ah, ok, le Made in France. Alors, bah voilà. Comment tu peux, toi, répondre à la question de Thibaut? Bah, aujourd'hui, il y a une chose dont on est certain, c'est que depuis maintenant 25 ans, à peu près 25 ans, la France a détruit plus de 2 millions d'emplois industriels. C'est une situation, tu es bien placé pour le savoir, Xavier, dans les Hauts-de-France. Tu es bien placé d'ailleurs à double titre, d'ailleurs, puisque la maire de ta ville y a largement, je pense, contribué. Et la désindustrialisation de la France a été extrêmement néfaste pour le pays, notamment depuis le partage, puisqu'on a essayé, notamment avec ces fameux 35 heures, d'essayer de faire croire qu'on allait pouvoir partager le travail et que tout ça allait créer de la richesse et de l'emploi. Le bilan 25 ans après, on le connaît. On s'est effondré en termes de productivité. On a détruit notre industrie. On a condamné les salariés, les citoyens, les Français les plus modestes, puisqu'ils ont été licenciés et laissés sur le bord de la route dans des situations parfois dramatiques, ce qui explique sans doute les maux MAUX aujourd'hui que l'on rencontre sur le plan tout simplement politique, hein, que ce soit d'ailleurs en termes d'abstention et de vote tel qu'on a pu le voir. Et on a, résultat, complètement désindustrialisé la France. Par contre, je pense que le côté positif, c'est que ces crises à répétition, et d'ailleurs la crise de la Covid-19 est un exemple fantastique. On a toujours expliqué que la France était leader mondial, notamment avec les Américains, sur les médicaments, les traitements et la distribution des médicaments. Et le bilan, aujourd'hui, il est très simple, hein. On a été incapable de produire notre propre vaccin. Incapable. On a été incapable de le distribuer. On a dû sous-traiter d'ailleurs auprès des Anglais, des Américains et du reste de l'Europe. Et c'est là où on a vu que la France avait énormément de lacunes et qu'on s'est retrouvé dans des situations complètement désastreuses. Ça a été valable au niveau des masques. La France a été incapable de fabriquer ses propres masques.
incapables de fabriquer. Alors, je ne vais pas parler des gants en latex parce que la matière première, elle est à l'autre bout du monde, donc c'est un peu plus compliqué. Par contre, fabriquer des masques, je pense qu'on avait tout le talent nécessaire pour faire. Donc, ce qui est bien, c'est que ces crises-là et cette crise de la Covid-19, elle a mis en fait les points de faiblesse de notre modèle actuel, que ce soit au niveau de la santé, de nos industries, et qu'aujourd'hui, il y a quand même de nombreuses initiatives qui sont lancées. Et encore une fois, c'est le côté positif et il faut s'en réjouir. Et qu'il y a à nouveau pas mal et beaucoup de projets industriels qui vont, je l'espère, et j'en suis certain d'ailleurs, permettre de contribuer à enrayer cette chute et de recréer de nouvelles entreprises qui elles-mêmes vont créer de nouveaux emplois demain. Et ça, je pense que c'est extrêmement positif. Alors oui, c'est vrai ce que tu dis, ça a été très révélateur, cette crise du Covid, sur le niveau d'industrialisation de la France. D'ailleurs, on a été amené à se poser beaucoup de questions, puisque c'est vrai qu'on est quand même un des pays les plus taxés, les plus chargés au monde. Et on a découvert au final que lorsqu'on est en situation de crise brusque et soudaine, on manque un peu de tout. Et on le voit aujourd'hui avec la crise ukrainienne et la problématique de l'importation de matières premières. On n'est même plus capable de faire de la moutarde de Dijon, à Dijon. Donc, on voit qu'on est quand même... on a laissé au cours de ces dernières décennies un certain nombre, mais c'est là aussi la mondialisation des affaires, je pense, qui a amené aussi à cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est amené à se poser les questions. Et justement, est-ce que c'est de nature à ramener, en fait, je sais qu'il y a une volonté politique, mais entre la volonté politique en théorie et la pratique, il y a aussi une grande différence. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de réindustrialiser la France, Nicolas ? Oui. Alors, je suis désolé, j'étais un peu perturbé parce que je cherchais à faire rentrer notre ami Rudolf Hidalgo. Rudolf, Et à oui. côté de Bah ça, oui, j'ai vu qu'il a envoyé un SOS à Shirley, ouais, comme quoi Rudolf, spécialiste de la crise, peut aussi lui être en crise. Donc ouais. c'est un bon, voilà, hein, donc c'est le Tu, bon exemple en live. ben, regarde d'ailleurs, il y a une question qui vient d'apparaître là. Oui, Donc, question de Materne. de Materne, Est-ce oui. que la demande en compétences de manager est ciblée sur un domaine d'activité ou des métiers précis? Alors oui, oui, tout à fait, parce que là, on va parler de crise. Rudolf j'ai essayé de réemployer un petit peu ses termes et sa pensée, expliquait tout à l'heure, il a dit qu'on sentait une vague venir. C'est vrai qu'il y a une vague qui vient. On le voit, nous, au niveau de Valumène, on a des entreprises qui se portent très bien, qui sont en forte croissance, qui ont des développements incroyables. Je vais citer, par exemple, on a la chance de travailler avec des grands acteurs du domaine du luxe, mais je vais prendre un autre domaine aussi qui est un peu plus triste, mais pour lequel la France est bien positionnée en termes d'industrie et de positionnement, c'est le secteur de l'aérospatial et de la défense. Aujourd'hui, tous les budgets militaires sont heureusement ou malheureusement, hein, bien évidemment, en forte hausse et on en bénéficie puisqu'on a des demandes extrêmement importantes dans ce domaine-là. Mais à l'inverse, des entreprises qui ont aujourd'hui d'énormes problèmes d'approvisionnement en matières premières ou qui consomment énormément d'énergie avec des hausses extrêmement importantes et qui se retrouvent avec une compétitivité amoindrie, pour ne pas dire fortement déficitaire, effectivement, on a des entreprises qui aujourd'hui vont être acculées et se retrouver en difficulté dans les semaines et les mois qui viennent. C'est d'autant plus vrai que les taux d'intérêt sont en train de monter fortement. Alors, l'inflation monte aussi beaucoup, mais on a des taux d'intérêt qui augmentent fortement, donc le coût de l'argent va être plus important. Donc, ça va automatiquement, ce double phénomène d'inflation et de hausse de taux va ralentir la machine économique au niveau mondial, et donc certaines entreprises vont se retrouver en difficulté. Donc, pour répondre à la question de Materne, la réponse est oui. Les métiers les plus impactés quand on est en restructuring, bon, bah, c'est classique. Ce sont les métiers de la finance, parce qu'on y revient toujours. Hein. Le nerf de la guerre, c'est le cash disponible pour permettre aux dirigeants ou à l'équipe dirigeante d'agir, d'investir, de prendre des mesures, parfois même de licencier, de mettre en place un PSE. Ça coûte de l'argent. Il faut mettre de l'argent pour réduire la voilure, pour ensuite repartir. Et donc, les fonctions financières sont extrêmement sollicitées en période de crise. Les deuxièmes fonctions qui sont extrêmement sollicitées en management de transition chez Valumène, ce sont des postes tout simplement de direction générale pour restructurer, transformer
les entreprises pour accompagner les équipes. On reprend le terme de guerrier positif. Tout le monde n'est pas fait, tout le monde n'est pas habilité pour faire de la gestion de crise. Certains se retrouvent tétanisés, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand d'autres vont avoir la capacité d'amener de la sérénité, prendre de la hauteur, observer ce qui fonctionne, observer ce qui fonctionne moins bien, pour tout simplement agir sur les meilleurs leviers possibles et être en capacité de maintenir la motivation des équipes, de les entraîner pour que face à l'adversité, face aux vagues de 10 mètres, hein, c'est un peu comme, je prends toujours cet exemple-là, quand on est en crise, c'est comme quand on est sur un voilier et malheureusement, il y a des murs d'eau qui viennent devant vous, vous avez des vagues de 10 mètres, c'est impressionnant, mais c'est là où il faut tenir le manche, c'est là où il faut tenir le cap, c'est là où il faut coordonner les équipes, parce que si c'est la panique générale à bord du bateau, vous la franchirez une fois, mais vous la franchirez pas 2 fois. Les autres métiers qui sont très impactés aussi, ce sont évidemment les DRH. Dans ces situations de crise, on a besoin de DRH pour accompagner les équipes, restructurer, fermer, remobiliser, transformer. Ils ont un rôle essentiel à jouer. Et dans la crise actuelle, là où Val-Humaine est très sollicité aujourd'hui, c'est évidemment tout ce qui touche à la supply chain, donc les opérations, la supply et la logistique, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, je prends un exemple très basique, j'ai commandé pendant la crise un nouveau VTT, il m'a été livré au bout de 20 mois. Pourquoi ? Parce que les dérailleurs Shimano sont en rupture de stock, il manque 3 pièces, et ces 3 pièces manquantes bloquent toute la chaîne de production de tous les fabricants de vélos, peu importe qu'ils soient d'ailleurs en Europe ou en Asie, c'est le même problème pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Je veux dire, quand une entreprise a un carnet de commandes qui est plein, mais que vous êtes dans l'incapacité de livrer votre produit parce qu'il y a un maillon dans le dispositif qui ne va pas, vous vous retrouvez dans des situations extrêmement compliquées. Rudolf, on t'a récupéré ? Oui, Rudolf est revenu. Mais on ne l'entend pas. Tu l'entends, Xavier ? Non, je ne l'entends pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il parle en langage des signes. Et pourquoi on n'a pas le son sur Rudolf ? Décidément, on n'a pas de chance avec la technologie, là. Ouais. Rudolf, non. Alors, Rudolf, désolé, parce qu'on n'entend pas on te voit, mais on n'entend pas le son. C'est bon. Rudolf va faire comme on voit lorsqu'Emmanuel Macron parle, il y a toujours une personne qui fait le langage des signes. Donc, en fait, il va nous traduire en langage des signes la brillante intervention que tu es en train de faire, Nicolas. Donc, ouais. Voilà. Alors, je vais juste, j'ai juste continué en attendant que peut-être à la technique Shirley trouve une solution, mais je pense que c'est au niveau de la plateforme, on est en train de voir ça. En tout cas, sur ces crises, pour répondre aux questions de nos... Alors, n'hésitez pas, j'en profite, les amis, vous êtes connectés, posez vos questions. N'oubliez pas que c'est un échange, là. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet qui est situé en bas à droite. Vous avez le chat à droite et vous avez les questions. Ce n'est pas dans le chat qu'on pose les questions, c'est dans les questions, parce que ça permet à chacun et chacune d'entre vous de voter et de mettre en lumière les questions les plus impactantes. Rudolf, c'est bon ? J'espère, vous m'entendez ? C'est bon, Rudolf, tu as la parole. Oui. Voilà. Bon, c'est les hasards de la technologie et on est là pour faire face. La plateforme est pas mal, mais il y a des petits des petits bisbilles. Xavier, je ne dirais pas le contraire. Non, on parlait. Alors, Rudolf, est-ce que il y a une question. Ouais, oui. Vas-y. Vas-y, Xavier. Non, il y a une question qui a été posée effectivement par Elisabeth, qui est actuellement affichée. Au regard de ces crises, quelles sont les missions que vous voyez émerger ou bien se renforcer dans les prochains mois en management de transition ? Et je rajoute une question pour toi, Rudolf. Toi qui as été dirigeant en période de crise, tu nous parlais de ton expérience. Comment tu as sélectionné tes managers de transition, tes équipiers, pour t'épauler justement pour mener cette bataille au sens noble du terme ? Est-ce que tu peux nous livrer ton expérience ? Là, il y a 2 choses et 2 qui viennent aussi effectivement de ma vie passée. Le travail des commandos, par exemple, est incroyablement compliqué sur le plan opérationnel, mais il faut toujours avoir en tête qu'il est mené par des gens spécialement entraînés en toute
tester, trier sur le volet en toute petite équipe, et que ce qu'on obtient d'un groupe de 10 ou 20 personnes dans un commando, on ne l'obtiendra pas d'un régiment avec 1000 personnes. Ce n'est pas les mêmes logiques, ce n'est pas les mêmes modes de fonctionnement, ce n'est pas les mêmes types d'entraînement. Et dans l'entreprise, on se retrouve un peu avec les mêmes problématiques, c'est qu'en temps de crise, tout le monde n'a pas les mêmes compétences pour faire exactement les mêmes choses. Alors, on n'a pas toujours le temps dans la crise de renforcer les compétences de chacun ou de développer des compétences humaines, des skills différents dans la façon de faire face à la crise. C'est là que pour moi, le premier, c'est le capitaine, c'est le manager de transition. Et si, dans deux positions possibles, soit lui-même à la tête de l'entreprise, soit tout simplement à côté du dirigeant pour l'accompagner pendant le moment où il a des décisions à prendre qui sont un peu difficiles. Et notre rôle, il est double. Il est à la fois de faire tourner l'entreprise au quotidien et de redonner de la confiance et de reconstruire de la confiance en soi à tous les niveaux. La confiance, elle vient quand on aide les gens à reprendre pied sur leur façon de faire professionnelle, même quand tout part de travers. Tu citais tout à l'heure, au rare moment où j'entendais quelque chose, la problématique des pièces qui manquent sur les Shimano, qui n'est pas directement d'ailleurs une problématique logistique, c'est une problématique de production, de rupture de chaîne de production au départ, parce que ce n'est pas l'acheminement en soi qui pose problème, c'est la façon dont c'est produit au départ, où on n'a plus la matière première. À l'évidence, il faut que d'en haut, on soit capable de réassurer les gens en prenant des décisions. Prendre des décisions. Il y a deux décisions possibles. Soit on accepte de livrer un produit en 20 mois, soit on dit qu'on va faire autrement. Mais c'est là qu'on est nous là pour absorber et proposer aux gens de faire autrement, donner un cadre différent dans cette crise. Et puis, humainement, quand on encaisse, ça veut dire qu'on va passer beaucoup de temps, et on le sait en tant que manager de transition, beaucoup de temps dans l'entreprise, à avoir, ce qui est moins le cas dans la culture française, mais qu'on pratiquait beaucoup dans la culture anglo-saxonne, des vraies conversations avec les gens. C'est-à-dire que là, ce qui est très efficace pour moi dans la crise, c'est pas d'être celui qui sait tout, parce que d'abord, on ne sait jamais tout et on ne sait pas grand-chose par rapport aux entreprises qu'on vient diriger. C'est plutôt d'être capable de recevoir le problème et de demander à la personne comment elle verrait la solution. Ce qui est un peu une position de manager-coach, mais qui, même dans la crise, est extrêmement efficace parce qu'elle permet à chacun de se creuser les méninges et de voir comment il ferait. Et puis, à partir de là, on guide progressivement vers la réponse qui nous paraît la plus pertinente. Mais au passage, on a non seulement permis l'émergence de la réponse, mais on a travaillé sur le fait de redonner de la confiance à celle ou à celui qui est venu nous voir pour poser la question. Alors que si on donne directement la réponse telle qu'on pense qu'elle est bonne, d'abord, ça ne peut pas être aussi adapté que ce qu'on pense à l'entreprise qu'on est en train d'aider. Et puis deux, on n'a rien fait progresser en termes de faire grandir ses collaborateurs et de leur donner de la confiance là-dedans. Après, il n'y a pas de miracle. Moi, dans des situations très dures, je n'hésite pas à faire appel à plusieurs managers de transition, à faire appel à des coachs à certains moments, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Le manager ne peut pas se démultiplier et devenir le coach de toute l'entreprise. Donc, il faut savoir très vite, avec les RH, mettre en place des programmes, avec des groupes de parole, avec donner l'occasion aux gens d'intervenir et d'expliquer et de partager ce qu'ils vivent. Quand on arrive dans les entreprises où des gens pleurent, ce qui a été mon cas, moi, une des dernières que j'ai redressées, j'arrive, l'exemple que tu prenais très bien avec Lehman Brothers, le moment où les banques ont compris qu'elles étaient mortelles. Il y a des entreprises, vu qu'on n'a pas la culture économique en France suffisante développée dans les écoles, qui fasse que les gens sortent en comprenant qu'une entreprise, ça se crée, ça se développe, ça vit, ça arrive à maturité et puis ça peut mourir. Cette culture-là, elle n'est pas suffisamment développée, et une fois qu'elle sera plus développée et que tout le monde aura mieux compris ça, ça fait que oui, l'entreprise peut disparaître, mais ce n'est pas un drame parce que les gens continuent, d'autres entreprises reprennent la suite et ainsi de suite. Surtout que nous, on a un système qui amortit bien les problématiques humaines et sociales qui sont essentielles dans la traversée de la crise. Donc, quand on est dans tout ce concept-là, moi, ce que j'aime souvent dire par rapport à la crise, c'est que vous connaissez tous l'échelle de Kotter en termes de transformation. Et on a tous appris que pour mettre en place l'échelle de Kotter, pour conduire une transformation, il faut d'abord expliquer à tout le monde qu'il y a une urgence que les gens doivent ressentir pour transformer l'entreprise. Quand on arrive au milieu d'une crise grave, on n'a pas besoin d'expliquer qu'il y a une urgence. Tout le monde a compris qu'il y a une urgence, tout le monde a compris qu'il y a un avant et un après. Et nous, pour redonner de l'énergie en interne, on a besoin de montrer qu'il y a un chemin. Et c'est cette capacité à bâtir très vite un chemin et à montrer qu'on va onboarder tout le monde là-dessus, que la parole de tout le monde va être importante, qu'on va écouter tout le monde, ou en tout cas tout le monde aura l'occasion de donner son point de vue sur la situation. Ça, c'est extrêmement efficace et ça redonne de l'énergie. Après, moi, j'essaye de travailler sur le temps dans l'entreprise et de réaligner le temps
de toutes les fonctions de l'entreprise, de redonner une dynamique à l'intérieur. Et le mouvement est incroyablement générateur d'optimisme et d'énergie. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu viens de dire, Rudolf, moi, ce que j'ai énormément appris dans la gestion de la crise de mon entreprise, j'aimerais voir si tu partages ça. Il y a 2 éléments dans la communication. La communication, elle est essentielle. Alors, elle est essentielle dans toute la vie d'une entreprise, qu'elle soit en forte croissance, en développement ou autre, mais elle est encore plus prépondérante lorsqu'on est en situation de crise. Pourquoi? Parce que en situation de crise, les corps se crispent, les esprits se noircissent. On a plutôt tendance à se renfermer sur soi-même, à ne plus parler. On n'ose plus trop parler à son collègue parce qu'on ne sait pas s'il va faire partie d'un PSE, d'un prochain licenciement, de qui va être dedans. Et tout ça tétanise les esprits. Donc, il y a un élément, moi, que je recommande d'ailleurs à nos managers de transition et à nos patrons en gestion de crise en général, c'est que d'abord, il faut beaucoup communiquer. Ouais. Communiquer, c'est prendre le temps de réunir son équipe. Un vendredi, avant d'attaquer le week-end, ce que je faisais, je prenais le temps de communiquer 15 minutes, pas plus, et je me forçais à toujours terminer ces 15 minutes par une bonne nouvelle. Voilà, peu importe la nouvelle, mais je trouvais toujours une bonne nouvelle parce que mon objectif, je voulais que chacun de mes collaborateurs qui était déjà naturellement stressé par la situation parte au moins durant son week-end avec une petite lueur d'espoir et pour apaiser un petit peu les esprits et permettre à chacun de revenir le lundi matin avec, on va dire, un état d'esprit un peu plus conquérant parce que la situation est déjà extrêmement compliquée. Et le deuxième élément que j'ai mis en exergue quotidiennement, c'est que je me suis aperçu que tous les grands plans de transformation à 3 ans, à 4 ans, en période de crise, ça ne sert à rien, parce qu'on raconte souvent 99 bêtises sur 100. Et je rebâtissais une vision à très court terme, avec des objectifs à court terme, pour mener la politique du pas à pas, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre un projet à 3 ans, on revenait sur du court terme, on franchissait une étape, et c'est comme tu l'évoquais tout à l'heure, je crois que c'est toi, Xavier, non, ou c'est Rudolf, c'est comme l'alpinisme, si tu veux. Avant d'atteindre l'Everest, il y a des paliers. Voilà, tu montes à 4005, tu prends ta respiration, tu habitues ton cœur, ton cerveau à l'oxygénation, à la raréfication, puis tu passes au palier 2 et puis tu y vas. Si tu commences à dire à tout le monde en bas, on part là-haut, c'est comme ça, on a 3 semaines et on y va, c'est le meilleur moyen pour se planter, dévisser et finalement ne pas atteindre l'objectif. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai retenu de mon enseignement de la crise. Alors, ce que j'entends dans ce que tu dis, il y a 2 choses. Il y a effectivement le fait de communiquer en période de crise. Et alors là, 300% d'accord, en faisant toujours attention, il y a des vraies complexités parce qu'il y a des informations que tu es obligé de donner d'abord au CSE. Tu ne peux pas tout dire en interne. Tu as des fois besoin d'un temps de réflexion sur certains sujets. Donc, il y a une vraie complexité quand on rentre dans le management quotidien de l'entreprise en crise. Mais effectivement, la communication dans la transparence, dire que la situation est compliquée, dire vers quoi on va aller, c'est important. Mais ce que j'entendais aussi dans ce que tu disais, qui est passionnant, c'est le côté, tu veillais surtout à ne pas rajouter du stress au stress. Et ça, c'est très important, effectivement, que tous les managers de transition dans ces situations-là comprennent. Il y a des situations où il fallait stresser les gens pour que ça avance un peu. Là, c'est surtout pas le cas. On est là pour redonner du sourire et redonner la compréhension qu'il y a un lendemain. Et là, c'est très important. Moi, je fais intervenir dans ces cas-là, s'il faut, des gens extérieurs à l'entreprise qu'on connaît et qui vont pouvoir venir et expliquer 2 choses. 1, montrer aux salariés que de toute façon, les salaires seront payés pendant un certain temps, parce qu'il y a aussi cette angoisse qui peut être saisie d'un seul coup en se disant « mais qu'est-ce qui se passe? Comment je paye mes traites de ma voiture? Comment je paye mon loyer le mois prochain ?» Donc déjà là, réassurer les gens pour leur permettre de rester concentrés sur le travail, sur le fait que les salaires seront payés. Et que s'ils sortent, et que ça se finissait très mal, de toute façon, à l'intérieur du PSE, il y a un certain nombre d'éléments qui est... Mais surtout, ce qu'il faut, c'est leur remontrer quel est leur intérêt à eux. C'est ce qu'on appelle en anglais le « what for me in it ». Qu'est-ce qu'il y a pour moi dedans? En pleine crise, il n'y a pas des bonus, il n'y a pas des surprises à gagner. Non, mais il y a une expérience colossale. C'est que dans un monde qui, comme on le disait tout à l'heure, va être un monde de succession de vagues, on va dire aux salariés, vous êtes là à un moment où vous allez pouvoir apprendre et vivre une expérience qui, sur le plan humain, vous ferez partie des équipes qui ont franchi ça et vous ne serez plus jamais les mêmes après parce que vous aurez vu que se faire confiance les uns les autres, travailler ensemble, se souder, partager des moments difficiles, et ça va vous faire vivre une aventure humaine absolument extraordinaire. Et puis, de toute façon, même si au final, après les chemins bifurquent,
eh ben, vous ne serez pas le même, vous aurez grandi professionnellement et votre valeur sur le marché ne sera pas la même parce que vous aurez vécu ça. Oui. Eh ben, ça redonne du fond du cœur, ça redonne de l'énergie. Oui. Et d'ailleurs, Rudolf, pour un élément très important, moi que j'ai appris durant la crise, mais d'ailleurs qu'on pourrait ramener ça d'ailleurs sur ses propres vies personnelles, quand on a été frappé par la crise, je n'ai jamais autant appris en tant que manager, et j'ai cité 2 exemples qui viennent étayer ce que tu viens de nous évoquer là. C'est que des collaborateurs que je pensais extrêmement courageux, je me suis dit, bon, au moins je vais pouvoir compter sur eux, ça va tenir avec moi. Ben, j'ai vu des gens s'effondrer littéralement, mais quand je dis s'effondrer, c'est en moins de 48 heures. À tel point, je m'en souviens d'un, c'est me présenter sa démission au bout de 48 heures, me disant, je ne pourrais pas affronter cette situation et je préfère partir maintenant. Et se mettre dans le plan pour partir. Et à l'inverse, j'ai vu des collaboratrices, c'est plutôt vous, mesdames, d'un courage mais incroyable, où vous n'auriez pas misé mais 1 euro sur la personne et qui s'est révélé d'une résilience, d'une capacité à travailler, à œuvrer dans l'intérêt général pour redresser de manière spectaculaire. Et c'est vrai qu'en tant que manager, je n'ai jamais autant appris que durant la crise. Et c'est là où j'ai pu voir la vertu, ces notions de résilience, de capacité à se surpasser finalement, à aller parfois même au-delà de ses limites physiques, mentales, pour dire on va s'en sortir et on y va. Et finalement, ce n'est pas dans les périodes que j'ai connues précédemment, avec des rythmes de croissance de 10, 20, 30, 40% par an, où j'ai vu finalement la vraie valeur des gens. C'est en situation de crise que j'ai vécu ça, et je crois qu'à titre personnel, on le dit toujours, Rudolf, quand tout va bien, tu as toujours beaucoup d'entourage, beaucoup d'amis, beaucoup qui viennent se greffer. Quand tu traverses des vraies difficultés, ce que j'ai connu, bon, bah, tu t'aperçois que déjà, tu as un tout petit peu moins d'amis, tu as un tout petit peu moins d'aide, il y a un tout petit peu moins de monde autour de toi. Voilà. Et ça, je l'ai vécu, et ça a été pour moi une expérience humaine extrêmement riche. C'est durant les périodes de crise. Bien sûr. Mais, messieurs, il nous reste juste quelques petites minutes avant de conclure cette heure qui a été très riche et très débattante. Et merci, parce qu'on vous écouterait pendant des heures, hein, tellement vos expériences respectives sont vraiment, pour le coup, inspirantes. Donc, je vais vous demander chacun, en quelques secondes, de conclure ce webinaire sur l'opportunité que représente la crise et sur les guerriers heureux. On aura appris au moins des notions intéressantes et positives. Donc, et là, en cela, je vous remercie. Je vous laisse quelques secondes chacun pour conclure, et ensuite on dira un petit au revoir avant les vacances à nos spectateurs et acteurs qui ont posé des questions très intéressantes également. Donc, c'est à vous. Rudolf, vas-y, je te laisse. Moi, ce que je voudrais dire pour les managers de transition qui nous écoutent, je pense que la crise, c'est le moment où on doit élever notre proposition de valeur dans notre capacité à sortir l'entreprise de la situation dans laquelle elle est. Il faut vraiment qu'on ait cette idée-là. Notre proposition de valeur, quand on est devant un fonds d'investissement ou devant des dirigeants qui font appel à nous, c'est parce qu'on a cette capacité à, non pas à sortir de la crise en général, mais à sortir l'entreprise de la situation dans laquelle elle est. Et pour ça, on doit concentrer nos interventions, enfin c'est ce que je propose, hein, mais sur la prévention, sur la pérennité de l'entreprise. Comment notre arrivée dans l'entreprise va lui permettre, et c'est notre discours, d'assurer la pérennité de l'entreprise, comment on va recréer de la valeur actionnariale, mais comment on va le faire avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne va pas recevoir l'appui d'une force aéronavale. Donc, c'est ça pour moi le plus important. Et voilà. Et donc, humainement, je pense que les managers de transition ont intérêt à utiliser ces 2 clés-là pour positionner leur offre quand ils essayent d'avancer sur ces sujets. Très bon conseil. Voilà. Nicolas ? Oui. Alors, moi, j'ai déjà merci pour ce webinaire, merci à Xavier et merci à Rudolf d'avoir partagé ces expériences. Effectivement, c'est toujours d'une richesse incroyable de suivre ton parcours, Rudolf, de ce que tu as pu mener, œuvrer, d'ailleurs, toi, d'ailleurs, et l'ensemble du réseau et des managers qui t'ont accompagné. Moi, si j'avais deux éléments pour, j'allais dire, conclure ce webinaire me concernant, 2 choses. D'abord, je m'adresse aux managers de transition, vous qui œuvrez déjà dans des situations de redressement,
dans des phases de restructuring ou qui allaient mener ce type de mission, n'oubliez jamais, peu importe la fonction que vous occupez, c'est avec les ressources humaines, c'est avec les individus, les personnalités qu'on redresse une entreprise. Faites-moi sauter le syndrome du super-héros. Il n'y a pas de super-héros. Il y a des exemples. Il faut de l'exemplarité, il faut de l'énergie, il faut de la résilience, il faut de la communication. Mais c'est en associant tous les talents et tout le collectif qu'on peut sortir une entreprise d'une situation qui semble totalement désespérée. Donc, c'est le collectif qui fait la force. C'est l'humain comme valeur. Et le deuxième sujet qu'on pourrait évoquer, c'est qu'effectivement, on a une situation qui risque de se tendre dans les semaines et les mois qui viennent. La vague, elle monte, on la sent et elle arrivera. C'est inexorable. Chez Valumène, on est prêt. On travaille, on a tissé notre réseau, on a des partenaires, on a des entrepreneurs dont j'espère faire partie, aguerris, expérimentés, qui ne vont pas être apeurés par rapport à ces situations, mais qui vont au contraire affronter ces difficultés pour accompagner nos clients, pour réussir leur transformation, pour réussir leur phase de retournement, en essayant de bien comprendre leurs enjeux, mais surtout en nous entourant des meilleurs talents pour pouvoir accompagner ces transformations. Et nous, on n'est absolument pas apeurés. Au contraire, je vais même dire, on a une phase un petit peu d'excitation parce que ça va ouvrir toutes ces opportunités. Et c'est ça que je trouve stimulant. Je terminerai sur un exemple. On a la chance d'accompagner depuis 2 ans, d'ailleurs depuis la création de Valumène, une entreprise qui est au bord du gouffre, une ETI qui fait plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'en ai parlé à Rudolf d'ailleurs lors d'un dernier déjeuner. Lorsque j'ai déjeuné avec son président il y a encore très peu de temps et qui me dit « Nicolas, après 2 années terribles, on va sortir à l'équilibre, légèrement en bénéfice cette année et en avance sur notre plan », je me dis que les équipes Valumène, puisqu'on a eu l'occasion de mettre pas loin de 7 managers de transition en mission pour le compte de cette entreprise, pour accompagner le restructuring de cette entreprise, eh bien, c'est la plus grande fierté. On est bien là pour gérer sur un temps long. On est là pour faire notre business, mais on est là pour réussir et faire que nos clients soient debout demain et soient en capacité de créer à nouveau des richesses, de l'emploi et la réindustrialisation de la France telle qu'on a pu l'évoquer aujourd'hui. Ça, juste un point, alors effectivement, sur ce que dit Nicolas, si Xavier le permet, c'est que c'est vrai que la crise, rapidement, Rudolf. J'invite les managers de transition à travailler en équipe. Moi, je sais que j'ai fait l'ASIAT et que j'ai été distingué pour ça, mais j'avais 4 managers de transition avec moi. 4 managers de transition avec moi. C'est un demi-codir presque. Et ça, c'est très important de se dire que le métier, il évolue aussi là-dessus et qu'il faut être capable d'intervenir des fois en équipe constituée dans certaines situations. Parce que seul, on ne peut rien, mais ensemble, on peut beaucoup de choses. Exactement, exactement. C'est une très très belle conclusion qui est très inspirante. Messieurs, c'est le moment de dire au revoir à nos spectateurs assidus qui sont restés jusqu'au bout. Alors, n'oubliez pas de répondre au sondage, hein, Xavier. Vous avez un sondage avec quelques petites questions. Alors, prenez quelques secondes pour répondre au sondage. Voilà, il est mis. Ouais, voilà, vous mettez effectivement vos petites réponses sur le sondage. En tout cas, un grand merci à tous les deux parce que je pense que c'était important dans cette situation qui est un peu particulière de crise que l'on connaît en enchaînement depuis maintenant plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années. Il est important aussi d'avoir, malgré tout, dans ce ciel gris, quelques petits rayons de soleil, quelques optimismes qui viennent justement donner et garder un peu d'espoir. Et puis, encore un grand merci pour vos échanges qui ont été très, très intéressants, je pense, pour toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Et puis, c'est l'occasion de conclure cette première partie de l'année, Nicolas, oui. au niveau des webinaires, hein, puisque ça va être la période de vacances qui va être une période de repos bien méritée pour tout le monde. Même si certains vont continuer à travailler, bien évidemment, mais peut-être de manière un petit peu plus sereine, en espérant que monsieur le Covid ne vient pas trop encore nous embêter comme on nous l'annonce, parce que on commence à en avoir un petit peu marre aussi. Et puis, moi, en ce qui me concerne à toutes et à tous, je souhaite de passer d'excellentes vacances, et puis en espérant se retrouver très bientôt. Nicolas, je te laisse conclure sur ça. Écoute, tout est dit. On vous souhaite en tout cas
un bel été. Profitez de vos proches, profitez de ces moments rares, parce que quand on est très investi, qu'on travaille beaucoup, on a tendance à passer à côté des choses essentielles. Donc, prenez bien soin de vous. Rudolf, encore un immense merci. Tu as fait face d'ailleurs aux situations de crise technologique ce soir. Tu as su t'adapter, rebondir très habilement. Je t'en remercie, franchement. Et puis, en tout cas, on vous dit à très bientôt pour des prochains webinaires inspirants avec Valumène. Merci à vous, messieurs, Merci. et bonne soirée. Au Merci. revoir. Un bel été. Allez, au revoir. Au revoir.